Bon, eh ben nous retrouvons à Carole avec Jean-Claude Bruno. La voix est très connue, mais est-ce que le visage l'est autant? Parce qu'en fin de compte, Jean-Claude, il faut quand même le dire, présente la plupart des épreuves moto en France depuis un nombre d'années, aussi bien le Bol d'Or, les grandes épreuves, les Grands Prix, etc. Mais très peu de gens te connaissent. Jean-Claude, tu peux nous dire, d'abord, date de naissance, lieu de naissance et ton parcours moto? Bon, je ne sais pas l'utilité de la date de naissance, c'est un 4 décembre. Bon, après, oui, c'est 55, donc je vais avoir 63 ans. Mon parcours moto, en fait, je suis issu d'une famille où il y avait 4 garçons et mon frère aîné, je suis le troisième de ces 4 garçons. J'ai un frère aîné qui a 4 ans de plus que moi, qui en 1971 a commencé à courir en Critérium 750 en Coupe des 4 saisons, alors qu'on n'était pas du tout issu de cet univers-là, et ça m'a énormément plu. Et donc j'ai vraiment eu envie de faire ça, et non pas de vivre dans cet univers, mais au moins de pratiquer. Et puis j'ai fait évidemment des rencontres et j'ai couru en sidecar vitesse pendant plusieurs années et avec différents pilotes, j'étais passager. J'ai été victime d'accidents qui m'ont obligé à interrompre mon activité. J'ai également mis en place, j'ai créé une société de location de motos à 3 roues, d'ATC à l'époque. Voilà, j'étais vraiment très passionné de cela. Et puis j'ai même organisé à l'âge de 21 ans, en 1977, j'ai organisé mon premier salon des sports mécaniques à Angers. J'en ai organisé 14. Et d'ailleurs, je vais en organiser un 15e bientôt. Voilà, et puis je me suis retrouvé par hasard professionnellement engagé dans l'univers de la moto. Parce que j'ai une formation universitaire de technicien et je travaillais comme technicien bureau d'études, bureau méthode dans une entreprise de l'industrie automobile. Et par hasard, je suis rentré dans la moto et puis par hasard, je me suis retrouvé commentateur. D'accord, mais est-ce qu'avant tu as pratiqué en dehors du sidecar un peu en solo, la vitesse? En solo, uniquement sur des roulages, mais jamais en course. Quelques enduros, des endurances, mais locales, sans importance, vraiment sans importance. Et en plus, j'avais pas de talent particulier, hein. J'avais la passion. Mais d'ailleurs, je ressemble à beaucoup des gens qui constituent les plateaux ici et sur d'autres épreuves, hein. Il y a des gens qui, à partir du milieu de grille, n'ont pas de talent particulier, mais sont là pour se faire plaisir. Et les débuts, vraiment, en tant que speaker, parce que c'est pas venu comme ça, je pense qu'il y a tout un tas d'événements qui ont créé cette situation. Non, mon début de commentateur, il est complètement incroyable. J'étais en responsabilité dans une entreprise qui sponsorisait, qui développait des marques par le sponsoring sportif. Cette activité m'amenait à être présent sur les circuits de Promosport et de championnat Open à l'époque. Et puis un jour, nous étions sur un circuit dans le sud-ouest de la France. Et donc moi, le samedi soir, régulièrement, je réunissais les pilotes que j'avais en contrat, je faisais un petit briefing avec eux. Et on était dans le sud-ouest de la France et le commentateur, le samedi, a eu un petit coup de fatigue. Et les pilotes ont souhaité que ce ne soit pas lui qui fasse le commentaire le dimanche. Et ils ont demandé à l'organisateur que ce soit moi qui le fasse, et sans même m'en parler. Et l'organisateur est venu me voir, et j'ai fait, pour la première fois, j'ai fait un dimanche de Promosport, mais je ne m'y étais pas du tout préparé. Et ça a été pour moi une révélation. J'ai pris un plaisir extraordinaire. Ça a été vraiment une révélation. Ça s'est plutôt pas mal passé. Et 2 semaines après, il y avait une autre course et l'organisateur de l'autre course était là et il avait référencé le même commentateur que celui qui a été conduit le samedi. Et donc il m'a demandé si j'étais d'accord de faire le week-end complet. J'ai accepté et entre les 2 week-ends, il y avait donc une douzaine de jours, j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Puisque je suis allé consulter tous les classements. À l'époque, il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas les outils dont nous disposons aujourd'hui. Je suis allé consulter tous les classements, tous les règlements, pour arriver 2 semaines plus tard et pour pouvoir donner l'impression que c'était un métier que je connaissais, que je maîtrisais parfaitement. Et ça s'est vraiment très bien passé. Et depuis... C'était quelle année ça? C'était en 1989. Donc je suis cette année, au moment où nous nous parlons, je suis en train d'effectuer ma 30e saison. Voilà, et donc... Et je prends toujours autant de plaisir, je me définis comme un transmetteur d'émotions et je continuerai à faire ce métier tant qu'on me demandera de le faire d'une part
et d'autre part, tant que j'éprouverai des sensations et des émotions, pour pouvoir les transmettre. Je considère que le jour où j'en éprouverai plus moi-même, mon commentaire deviendra plat et inintéressant. Mais j'en suis pas là, je n'en suis pas là. J'ai travaillé avec des gens qui font le même métier que moi. J'ai rencontré à Spa-Francorchamps, j'ai eu le plaisir de rencontrer quelqu'un qui a été un petit peu un maître à penser pour moi, qui s'appelait Jaap Timmer, et qui a fait ce travail jusqu'à l'âge de 80 ans. Et il était la voix du circuit d'Assen. Et il a été l'une de mes références dans ce métier. Et il y a un garçon aussi avec qui j'aime beaucoup travailler, avec qui on a une relation extrêmement fluide et on travaille ensemble sur des épreuves, sur le MotoGP et sur les 24 heures moto. C'est Bruno Van de Stick, et qui est lui la voix du Mans, qui est très impliqué dans la voiture. Mais je lui voue un profond respect et j'ai vraiment le sentiment de la réciproque. Et c'est vraiment quelqu'un avec qui je m'entends merveilleusement bien et avec qui je prends du plaisir à travailler. Et tous les deux, mais on prend un pied à faire ce que nous faisons que vous ne pouvez pas imaginer, quoi. C'est incroyable, c'est juste incroyable. On vit des scènes extraordinaires, on se lance des défis, des challenges, mais c'est vraiment, voilà, c'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup travailler. C'est quelqu'un, on s'autorise l'un et l'autre à se corriger, même si on a, lui et moi, beaucoup d'expérience. On s'autorise à se corriger, mais c'est vraiment, ça se fait vraiment avec une fluidité absolue, quoi. Mais par contre, pour tous ces pilotes, parce que pendant les courses, c'est pas évident, comment il y a un secret, tu as des fiches, c'est tout dans la mémoire, c'est assez incroyable quand même. J'ai gardé depuis mes débuts tous les dossiers, tous les dossiers de presse de la fin de chacune des courses. On a fait les comptes récemment, j'ai commenté plus de 6000 courses de moto. Et sachant que par exemple, sur le championnat de France Superbike actuellement, j'en commande 84 par an, 7 x 12. Donc, multiplié par 30, on arrive assez rapidement à des volumes assez importants. J'ai commenté plus de 6000 courses de moto. Je m'efforce, à chaque course, je cite absolument tous les pilotes, et en sidecar tous les passagers. Je les cite au moins une fois pendant la course, parce que j'ai autant de respect. Je considère qu'à partir du moment où on se met sur la piste, à partir du moment où on met un numéro sur la moto ou sur le sidecar, pour parler trivialement, il faut en avoir. Et donc, je m'efforce de citer absolument tous les pilotes sur chacune des courses. Bon, on a des listes, hein. Alors, effectivement, plus on est sur des courses de débutants, et plus l'exercice est difficile. Puisque quand on commente le MotoGP, quand on fait une pré-grille de MotoGP, par exemple, on a entre 30 et 40 secondes pour parler d'un pilote. C'est pas suffisant pour parler d'un Paul Espargaro, d'un Valentino Rossi, d'un Johann Zarco. En revanche, quand on commente une coupe de marque où tous les pilotes ont la même combinaison, pour la plupart ils sont débutants, pour parler 30 secondes d'un même pilote, il faut avoir travaillé avant. Voilà. Mais c'est un exercice, on a des outils pour cela. J'ai pas tout en mémoire, parce que vous imaginez bien que des pilotes, j'en ai rencontré des milliers. J'ai commenté des courses de parents de pilotes actuels, quoi. Et donc, j'ai pas tout en mémoire. Après, on a des moyens, des méthodes. Il faut bien connaître les règlements. On a des radios qui nous mettent en relation avec les directions de course. Donc, on est au courant des événements. Quand on connaît bien les règlements, qu'on est au courant des événements, on adapte notre commentaire. J'ai enrichi la qualité de mes commentaires en vivant dans les paddocks aussi. Puisque depuis une dizaine d'années, je me déplace en camping-car et je vis dans les paddocks. Je suis en immersion complète et j'ai le sentiment d'avoir enrichi la qualité de mes commentaires par le partage que je peux avoir avec les pilotes et les équipes, sans rentrer dans le people, hein, je veux dire, mais on peut comprendre parfois un manque de performance d'un pilote parce qu'on l'a croisé dans le paddock et puis on lui demande comment ça va et puis il nous sort sur son iPhone une radio qu'il a passée dans la semaine et dit je vais essayer de rouler, quoi. Donc on comprend pourquoi il perd une seconde. Voilà. Sans pour autant dévoiler son problème. Mais on comprend. Et donc voilà, j'ai l'impression d'avoir enrichi ma manière de commenter depuis que je suis dans les paddocks. D'accord, très bien. Et justement, quels sont les pilotes au cours de cette carrière de 30 ans qui t'ont marqué aussi bien français qu'étranger, vraiment avec lequel tu as eu certaines affinités ou un enthousiasme plus important de travailler avec eux ou des interviews? Il y a deux questions. Il y a les pilotes qui m'ont marqué véritablement par la qualité de leur pilotage. Et
Je pense à un en particulier qui m'a véritablement marqué, qui est un garçon que j'aime beaucoup, c'est Stéphane Chambon. Et ce pilote était vraiment, vraiment remarquable. C'est un diamant brut. Marcel Seurat a aidé à le polir un petit peu, mais c'est vraiment un diamant brut, c'était une pépite ce pilote. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Moi, j'ai vu des pilotes travailler très besogneux. J'ai vu des pilotes qui n'avaient pas nécessairement beaucoup de talent, mais très courageux, très bien organisés, et puis faire des belles carrières. Mais je ne veux pas m'engager dans la citation parce que j'en oublierai un certain nombre. Mais vraiment, Stéphane Chambon est un garçon qui m'a beaucoup marqué, avec qui j'entretiens toujours des relations. Mais pour moi, c'était quelqu'un d'absolument remarquable. Après, il y en a d'autres. Hein. Moi, quand j'organisais le Salon des sports mécaniques, on a aidé des pilotes. Mais vraiment, si je dois en sortir un, c'est lui. Alors, après, il y a les pilotes qui ont vraiment... là, je ne parle que de la qualité du pilote. Au niveau des relations humaines, effectivement, j'ai noué des relations avec des gens dans les paddocks. Mais dans ma vie de commentateur, j'ai la fédération, je suis président du motoclub Angevin, et la fédération m'a confié l'organisation, nous a confié avec le motoclub, l'organisation de la remise des prix de la Commission nationale de vitesse pendant 5 ans à Angers, au centre des congrès, dans une très belle salle. Et on en avait fait un véritable gala de cette organisation. Et il y avait plus de 500 personnes qui y venaient. Et puis, une année, donc Louis Bull a eu un grave accident à Dijon. Et lorsque nous avons fait cette remise des prix, on avait organisé une visioconférence avec Louis Bull qui était hospitalisé, convalescent, et qui était encore très marqué par les stigmates de son accident. Et ce moment-là, la salle, même encore maintenant, c'était énorme, géant. Et la salle s'est levée comme un seul homme, ça a été une standing ovation qui n'arrêtait pas. Louis était avec un micro-cravate dans sa chambre d'hôpital. Et depuis, ça a créé un lien extrêmement fort avec ce garçon-là que j'aime beaucoup. Mais après, il y en a plein d'autres. Hein. Moi, j'ai vécu des moments absolument extraordinaires dans ce métier, des moments d'émotion. Avec Régis Laconi, quand je commente le championnat de France, le championnat du monde Superbike, quand il a eu son accident, et donc il revenait, pas comme pilote, mais il est revenu donc sur le championnat du monde Superbike à Magny-Cours, et j'animais le village. Il y avait énormément, une foule très importante face à la scène. Et Régis, vous le connaissez, il est très volubile et tout. Et j'étais en train de l'interviewer. Et à un moment, il a éclaté en sanglots et il s'est mis dans mes bras sur la scène devant tout le public. Et c'est des moments qui nous retournent. Alors ce sont des émotions extrêmement fortes. Après, il y a des émotions liées aussi à l'accident. J'ai été le témoin. Chaque week-end, on a entre 40, 50 chutes, voire 100 chutes. Donc, nécessairement, dans celle-ci, j'en vois. Moi, je suis absolument émerveillé par le travail qui a été fait, parce que très peu, pour la plupart, ils n'ont pas de conséquences physiques. Mais malgré tout, bon, il y a eu des événements. Je pense à Gilles Rivat très régulièrement, qui est un événement qui m'avait marqué. Ça s'était passé ici, à Autel, sur le circuit de Carole. C'est un événement qui m'avait profondément marqué. J'étais à Magny-Cours également quand Robert Doron a eu son accident. Cet événement m'avait profondément marqué. Et d'ailleurs, j'avais été j'avais admiré la dignité et la manière dont cette situation avait été gérée par la directrice de course qui était sur cette épreuve de Magny-Cours et par les gens de la fédération également. Voilà. Mais bon, je disais tout à l'heure, je suis un transmetteur d'émotions. Moi, des émotions, tant que j'en ai, tant que j'en aurai, je continuerai parce que c'est tellement génial. Je souhaite à tous de vivre ça. Et une autre question un peu différente, toi qui as connu l'endurance il y a de nombreuses années, peux-tu faire le lien avec l'endurance il y a une trentaine d'années au départ, puis maintenant, ton point de vue, qu'est-ce que tu en penses ? Cette question-là, si elle m'avait été posée il y a 30 ans, on m'aurait demandé qu'est-ce que tu penses du fait que les pilotes disputaient le bol d'Orsol et qu'ils sont maintenant 2.
Je trouve que l'augmentation de la performance des machines, les vitesses atteintes et autres, justifie qu'on ait des sportifs extrêmement affûtés. Et le 3 pilotes en endurance me semble être un bon dosage. Me semble être un très bon dosage sur des épreuves de 24 heures, j'entends. Sur des épreuves de 8 heures, ça me semble moins justifié. Après, il y a cette notion de championnat avec des équipes. Mais sur une épreuve de 24 heures, 3 pilotes, ça me semble le bon dosage. Et très souvent, on me dit c'était mieux avant. Et je réponds non, c'était différent. C'est différent. Mais l'ambiance qu'il y a dans les paddocks, la justification de la présence des gens ici, elle est équivalente à celle d'il y a 30 ans, 50 ans. C'est la passion et rien d'autre. Moi, les gens qui viennent ici pour faire carrière, ils sont très peu nombreux. Et les quelques-uns qui y viennent pour faire carrière se rendent compte très vite que ce n'est pas le bon endroit où il faut être. Il y a vraiment beaucoup d'appelés pour très peu d'élus. Voilà. Donc, mais la course d'endurance me passionne. J'adore commenter des courses d'endurance. Et surtout, avec la connaissance et la lecture qu'on en a, ça nous permet de commenter des séquences qui peuvent se situer autour de la 10e, de la 15e, de la 20e place, qui sont parfois plus intéressantes que ce qui se passe en tête. Et donc j'adore commenter les courses d'endurance. Puis de toute façon, j'adore commenter des courses de moto et maintenant de voiture. Ah, tu fais voiture également? Voilà, ouais, depuis 2 ans, là, on s'est engagé. Et quand je dis on, c'est parce que, comme vous le savez peut-être, je vis un truc très très particulier, c'est que mon fils fait le même métier. Et mon fils fait ça depuis 10 ans. Évidemment, c'est moi qui lui ai mis le pied à l'étrier, mais j'avais trop de demandes et je ne pouvais pas toutes les satisfaire. Et l'une de mes grandes satisfactions, c'est de commenter ensemble les 24 heures moto. C'est, aux yeux de tous, les 24 heures moto, c'est la plus grande épreuve d'endurance du monde. Et le fait que le père et le fils en soient les commentateurs avec Bruno Vandestick, moi, c'est un moment de partage absolument merveilleux. Bon, alors maintenant, les projets 2019 continuent, le même parcours, les mêmes. Alors je répète, moi, championnat. Je suis pas maître de mon destin. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai des gens qui me demandent de venir. Et donc, si ces gens-là, l'an prochain, décident de ne pas me ressolliciter, je ne serai pas là. C'est pas un métier où on s'impose. C'est un métier. Bon, le fait d'être conduit, c'est la démonstration que le travail que nous produisons est un travail de qualité. Mais maintenant, l'histoire va s'arrêter un jour. Peut-être que la voix deviendra défaillante, peut-être que la mémoire deviendra défaillante, parce que ce sont 2 outils essentiels pour pratiquer ce que je fais. D'accord. Bon, en tout cas, nous, on espère te retrouver encore de nombreuses années. Je pense que c'est le souhait de beaucoup de gens. En tout cas, merci. Un grand merci de nous avoir donné cette petite interview. C'est pour nos amis de Bac 70, c'est très très sympa. À très bientôt. De rien. Et puis voilà. Mais vraiment, les gens sauront au moins le visage sur une voix que depuis de nombreuses années on connaissait. Oui, effectivement, oui, parce que effectivement, j'ai cette observation régulière de gens qui me disent « Ah bon, 30 ans, mais on ne vous connaît pas. » J'espère qu'on aura un tout petit peu cette lacune. Effectivement, merci de corriger un peu cet état de fait. Merci beaucoup. Merci. Nous étions en direct à Carole. Coucher de soleil, coucher de soleil.